Grégory, c'est bon? Bah écoutez, c'est moi vous dire merci de votre présence à cette conférence de presse qui symbolise le terme d'un projet européen que nous avons mené depuis 3 ans avec des différents partenaires des pays viticoles français. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Pour nous, c'est important de pouvoir vous présenter les fruits de notre travail. Donc je remercie les journalistes qui sont présents dans la salle. Mais aussi, je remercie tous les gens qui sont présents avec nous via la chaîne YouTube, parce que je sais qu'il y a d'autres journalistes qui nous entendent et qui nous écoutent à Paris et dans d'autres villes. Donc pour ceux qui sont loin de nous, malheureusement, ils ne pourront pas visiter le centre de sélection de l'IFEV tout à l'heure. Mais n'hésitez pas à poser des questions via YouTube et nous serons là pour y répondre en direct, bien évidemment. Donc votre présence ici, l'objet c'est de vous présenter les fruits d'un projet européen qui s'appelle One Network et qui a été mis en place en 2015 par différents partenaires européens. Et aujourd'hui, nous avons eu, ces 2 derniers jours, le meeting final, comme on dit, la réunion finale de One Network, et qui a apporté donc les conclusions à l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par plus de 20 personnes à travers l'Europe sur 2 thématiques précises liées aux problématiques de la viticulture. Juste en introduction et très rapidement, donc vous avez dans la salle un certain nombre de ces acteurs du projet européen avec qui, bien évidemment, nous vous laisserons un certain temps d'échange, si vous le souhaitez, puisqu'ils nous accompagneront au cours de la visite, et puis on pourra avoir aussi un temps d'échange juste après la conférence de presse. Et pour ceux qui ne sont pas parmi nous physiquement, on vous communiquera l'ensemble des coordonnées des collaborateurs et des participants à ce projet européen. Et juste pour commencer, un rappel de l'objectif de l'Europe et notre objectif du pourquoi nous avons mis en place ce projet intitulé One Network. À l'origine, l'Europe a mis deux grands principes dans la rédaction de ces appels à projets que vous devez connaître, mais que je vous rappelle à travers 2 constats. Le premier constat que faisait l'Europe et qu'on fait tous un petit peu depuis plusieurs années, depuis le congrès de Lisbonne, c'est que les résultats de la recherche fondamentale ou même de la recherche appliquée, qui peuvent être réalisés par l'IFV, ne descendent pas suffisamment vite vers le terrain. Et il y a un besoin accru d'accélération des résultats de cette recherche fondamentale pour que l'innovation arrive beaucoup plus rapidement vers nos vignerons et vers les agriculteurs en général. Le deuxième constat que fait l'Europe et qu'on fait aussi nous tous les jours sur le terrain, c'est que des innovations, il en existe aussi sur le terrain, qui sont mises en place par les vignerons ou les agriculteurs. Et malheureusement, ces innovations, ces petits trucs que trouvent nos vignerons, ne sont pas forcément transmis à leurs pairs. Donc il est nécessaire de mettre en place des outils pour transférer beaucoup plus rapidement ces innovations, à la fois qu'elles viennent du monde fondamental ou du terrain. Et donc l'Europe a encouragé la mise en place de ce qu'on appelle des réseaux européens à travers les groupes opérationnels, de mettre en place ces réseaux pour diffuser beaucoup plus rapidement l'information et de créer surtout aussi les outils adéquats pour diffuser cette information-là. Dans notre filière vitivinicole, l'IFV a bien évidemment réagi très rapidement à l'appel de l'Europe en 2015 et a décidé de présenter un projet qui pourrait répondre à ces 2 objectifs de l'Europe. Diffusion de l'information, mise en place de réseaux à travers les pays viticoles européens. Et le choix qu'a fait tout naturellement l'IFEV et ses partenaires au niveau européen de travailler sur ces réseaux, ce n'était pas un choix global de diffusion de l'information, comme vous la connaissez, vous êtes les professionnels de la diffusion de l'information, mais ça a été de se focaliser sur 2 thématiques essentielles qui préoccupent les vignerons européens
qui nous préoccupe, nous, en France, depuis un certain temps, et qui préoccupe aussi les nouveaux pays viticoles en Europe, nouveaux ou anciens, mais parce que la problématique est nouvelle sur leur secteur, et ce sont donc les deux thématiques, la flavescence dorée et les maladies du bois. Mais évidemment, la flavescence dorée, en France, ça fait plusieurs années qu'on connaît ce fléau, qu'on essaye de le maîtriser. Et encore cette année, on voit sur nos différents vignobles qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la maîtrise de la flavescence dorée, malheureusement. Mais il y a certains pays où cette flavescence dorée n'existe pas encore, heureusement pour eux, mais qui ont le vecteur, et d'autres qui commencent à découvrir des symptômes sur leur territoire. De là, l'intérêt de la mise en place d'un réseau de connaissances pour que plus rapidement, il y ait transfert de cette connaissance sur le terrain et surtout qu'il y ait solution apportée à ce fléau qu'est la flavescence dorée rapidement dans ces pays qui connaissent le développement de la maladie. Idem pour les maladies du bois. On ne partait pas il y a 2 ans avec l'idée de se dire on va trouver la solution sur les maladies du bois, mais l'objectif était sur cette thématique-là de réunir, de synthétiser énormément de connaissances qui existent, notamment dans le monde scientifique. Beaucoup de travaux de recherche fondamentale sont menés en Europe et dans le monde sur cette thématique émergente pour la filière vitivinicole. Et nous devions essayer de faire la synthèse des travaux réalisés, des résultats obtenus, pour pouvoir les transférer très rapidement vers les techniciens et les vignerons. C'est-à-dire que notre cible sont avant tout les vignerons, mais également les techniciens de terrain qui nous permettent de diffuser rapidement l'information. Donc après le choix de ces 2 thématiques, nous avons constitué le réseau européen, Wine Network. C'est un réseau assez important et assez original aussi. Ce n'est pas un réseau de chercheurs, puisque vous l'avez compris, il ne s'agissait pas en aucun cas de faire de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou de terrain, mais il s'agissait avant tout de diffuser l'information existante. Et ce réseau a été construit donc sur un objectif bien précis, de s'associer à des partenaires spécialistes sur leur secteur, dans leur région, de la diffusion de l'information auprès de leurs vignerons. Alors tous les pays ne sont pas organisés comme la France. Dans certains pays, ce sont les universités. Dans d'autres, ce sont plutôt des structures privées qui diffusent et qui sont efficaces pour la diffusion de l'information technique auprès des vignerons et des techniciens. Et donc sont impliqués dans ce réseau Wine Network, c'est les 7 pays principaux producteurs européens, et avec la mise en place de 11 partenaires. Chaque partenaire ayant une mission bien précise. 10 d'entre eux avaient donc la mission d'organiser la collecte de l'information et la diffusion de l'information. C'est le cœur du projet Wine Network. Un d'entre eux avait l'objectif de mettre en place une méthodologie commune de collecte et de diffusion de l'information dans chacun de ces pays-là. C'est-à-dire que pendant 3 ans, nous avons travaillé de la même façon, que je vous expliquerai rapidement après, et nous avons travaillé donc sur une méthodologie commune, propre à nos thématiques. Mais cette méthodologie va pouvoir être appliquée par ailleurs dans d'autres secteurs que la filière vitivinicole, puisque on la proposera à l'Europe, d'ores et déjà, et aussi pour d'autres thématiques que celles que nous avons travaillées. Nous nous sommes associés aussi à un spécialiste de la communication, qui est le groupe Vinidea en Italie, et qui a un réseau européen relativement important de contacts pour faciliter cette diffusion-là. Et nous nous sommes associés donc à, des spécialistes de la recherche fondamentale, c'est-à-dire des experts sur les 2 maladies, qui ont été chargés de réunir les scientifiques qui travaillaient en Europe
et même dans le monde, sur cette thématique-là. Donc, pour les maladies du bois, c'est Florence Fontaine de l'Université de Reims qui nous a rejoint dans le consortium et qui s'est occupé de tout cet aspect scientifique. Et François-Michel Bernard de l'IFEV Bourgogne, qui est expert sur les flavescences dorées. Et tous deux ont constitué à l'intérieur du consortium, du réseau, un réseau de scientifiques qui ont bien voulu travailler et nous apporter toutes leurs connaissances pour qu'on puisse la synthétiser et la diffuser vers le terrain. Mais pour cette diffusion-là, l'originalité du projet, c'est qu'on s'est dit au départ, c'est impossible pour nous, dans plus de notre travail quotidien, de pouvoir organiser cette collecte et cette diffusion de l'information. Et la méthodologie que nous avons proposée à l'Europe est une méthodologie qui est basée sur la mise en place de ce qu'on appelle un agent facilitateur. C'est-à-dire, c'est une personne qui a été chargée pendant les 3 années du projet de collecter l'information scientifique en s'appuyant sur les 2 groupes formés par Florence Fontaine et François-Michel Bernard, et aussi d'aller collecter l'innovation, comme je vous le disais en introduction, sur le terrain. Collecte de cette information sur le terrain à travers différents outils, que ce soit des groupes de travail dans les régions concernées ou des enquêtes qu'ils ont réalisées auprès des vignerons pour aller chercher l'innovation que pouvaient mettre en place nos vignerons européens sur ces 2 maladies. Et ce rôle central de l'agent facilitateur, il a été aussi important pour que le monde scientifique, les 2 groupes scientifiques qui ont été formés, puissent discuter avec le monde de la technique et du terrain. C'est-à-dire, c'était à eux de faire la liaison entre les besoins du terrain, ce qui était appliqué sur le terrain, et ce que les scientifiques pensaient ou avaient trouvé dans leurs recherches précédentes. Et donc pendant 3 ans, nous avons mis en place cette méthodologie, nous avons fait se rencontrer le monde du terrain avec le monde des scientifiques, et tout le travail des agents facilitateurs, qui a été un énorme travail, a été de synthétiser cette information qui venait du terrain, mais aussi du monde scientifique. À titre d'exemple, les 2 groupes animés sur la flavescence dorée et la maladie du bois au niveau scientifique ont analysé 120 références, 120 articles scientifiques en ce qui concerne les maladies du bois et 250 références scientifiques sur la flavescence dorée. Vous doutez bien que sur ces 400 références scientifiques, on a pu en tirer de l'information qui n'était pas forcément connue par notre monde viticole ou même par nous, qui sommes pourtant proches de la recherche scientifique. Et donc tout leur travail a été de synthétiser cette information et d'abord, avant de la synthétiser, de le regrouper à travers un site unique européen que nous appelons le Knowledge Reservoir. Ce réservoir de connaissances a été donc mis en place par Vinidea et regroupe l'ensemble des informations qui ont pu être collectées au cours de ces 3 années. Ce qui est important de dire, c'est que ce réservoir de connaissances, il est ouvert à tous. Il n'est pas simplement ouvert au consortium One Network. C'est-à-dire que tout le monde peut participer à l'alimentation de ce réservoir de connaissances. Et donc à l'intérieur de ce réservoir de connaissances, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui après 3 années de travail? Il est toujours alimenté. Ce sont des revues scientifiques, des résultats bruts ou, légèrement dit, digérés de la recherche fondamentale. C'est aussi des reviews qui font l'état de l'art sur certains secteurs, toujours en lien avec ces 2 maladies. Et de l'autre côté, on retrouve toute l'information qui est remontée du terrain, issue du travail des agents facilitateurs dans les différentes régions. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 enquêtes qui ont été réalisées par les agents facilitateurs, et de ces enquêtes-là ont émergé, bien évidemment, des idées, des innovations de la part de nos vignerons. Alors,
ces idées et ces innovations qui nous viennent du terrain, il faut le préciser, ne sont pas tout le temps validées, comme on les appelle, scientifiquement. Mais notre objectif était de faire connaître ce qui se faisait dans les différents pays. Notre objectif était de faire savoir à nos vignerons du sud-ouest alsacien ce que pouvaient faire les vignerons italiens, croates ou espagnols ou portugais de leur côté face à ces deux maladies. Donc nous n'avons pas mis volontairement de barrières, on va dire, scientifiques vis-à-vis de ces innovations qui remontaient du terrain. Ensuite, à nous de faire la part des choses à travers des groupes de travail au niveau des régions, et à nous aussi, rôle d'expérimentateurs de l'IFV, de voir la pertinence sur le terrain de ces innovations qui remontent de la part de nos vignerons. Et donc, aujourd'hui, nous avons regroupé toutes ces connaissances à travers le Knowledge Reservoir que va vous présenter Gianni. Et ensuite, nous avons extrait, nous commençons à extraire, c'est ce que nous vous présentons aujourd'hui, des documents qui synthétisent l'ensemble de cette connaissance. Alors, comme je vous le disais, il y avait plus de 400 articles scientifiques qui ont été étudiés. Sur le Knowledge Reservoir, je crois qu'il y a plus de 200 ou 300 références, Gianni vous en parlera. De ces 300 références, on n'en a pas encore extrait toute la moelle, tout l'intérêt. On commence le projet à débuter à extraire cet intérêt, et c'est fixé, l'ensemble du consortium s'est fixé des thématiques bien précises pour l'instant à diffuser. Et donc nous allons diffuser ces différentes thématiques, nous allons les décliner, nous les avons déclinées en outils de diffusion qui peuvent être des vidéoconférences, des PowerPoint, des fiches techniques, des flyers et aussi des vidéoclips. Et vous doutez qu'en fonction de l'outil, la cible ne va pas être la même. Notre cible, comme je vous l'ai dit, sont les techniciens de terrain et les vignerons. Donc pour les vignerons, les outils ne sont pas forcément les mêmes que ceux que nous allons, qui sont nécessaires pour nos techniciens. Donc Gianni, si tu veux, vous voulez rapidement, on va présenter vous présenter le Knowledge Reservoir, comment il est constitué, et dire deux mots. Vas-y, tu peux commencer. Oui, et donc Gianni Trioli, je représente la société Vinidea, société italienne qui s'occupe de transfert d'informations et d'innovation dans le secteur vitivinicole international. Bon, je m'excuse parce que vous entendez bien que le français c'est pas ma langue maternelle, donc excusez-moi si je ne parle pas correctement cette langue, qui en plus est très jolie. Et le rôle de Vinidea, justement, c'est dans ce projet de mettre en place des outils pour aider la dissémination de toutes les connaissances qui ont été regroupées par les facilitateurs et le groupe scientifique. Donc, justement, un des objectifs dans les réservoirs, ou de réservoirs de connaissances, c'est de pouvoir s'adresser à trois catégories bien différentes de personnes. Donc, les scientifiques, qui quand même peuvent trouver dans le réservoir de connaissances un site web, enfin, virtuel, qui peut recueillir toutes les différentes informations qui sortent de la recherche scientifique. Mais les vignerons ont été bien évoqués, et ça c'est un peu un défi important parce que les vignerons ils n'ont pas forcément la même façon de récupérer les informations que nous avons dans les autres personnes qui sont dans le métier. Et notre catégorie qui est très importante, c'est les professionnels. Et vu l'énorme nombre de vignerons qu'on a en Europe, parce qu'on parle de plusieurs millions, c'est sûr que le projet, et personne ne peut arriver à tout toucher. Et donc l'idée, c'est de pouvoir engager dans le projet, dans cette dynamique, les professionnels comme multiplicateurs de cette diffusion et dissémination.
Alors, le réservoir de connaissances, c'est un site web, hein, rien de plus. Un site web qui a été conçu pour être utilisé le plus possible à travers le smartphone. Quand on a fait le projet il y a 5 ou 6 ans, on a imaginé n'était pas autant important d'être sur les smartphones, mais ça devient de plus en plus. Donc, c'est adapté à cette utilisation. Et bon, bien sûr, il y a des outils de recherche, il y a des catégorisations des différentes fiches, donc rien de trop spécial. Ce qui est, je pense, plus original par rapport à d'autres systèmes, c'est le fait qu'il va donc, nous avons dit, à mettre ensemble toutes les connaissances qu'on a pu trouver. Et on parle, quand il sera totalement complet, il y a encore quelque chose qui est en train d'être intégré, mais maintenant nous sommes à plus ou moins 500 fiches, 500 documents, 500 contenus. On passe d'arriver à la fin du projet autour de 600 à 700 contenus total, ce qui est un nombre quand même très important. Et une bonne partie de ça sont les résumés des publications scientifiques. Bien sûr, on n'a pas le droit de reproduire les publications scientifiques, mais on les annonce, on dit au monde, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, qui ont été publiées sur certaines revues. Et après, il y a tous ceux qui sont les documents de synthèse qui ont été évoqués. Ils sont divisés dans 2 catégories. Ceux qui sont adressés aux professionnels et ceux qui sont adressés aux vignerons. Donc pour les vignerons, ce sont des vidéoclips, donc des vidéos qui expliquent des pratiques ou qui donnent les informations basiques. Mais le plus important, ceux qui doivent être compris et appliqués par le vigneron lui-même. Les mêmes informations sont aussi proposées en forme de flyer, donc en forme de petits, je ne sais pas comment c'est la flyer, voilà, pour en français, et qui peuvent être distribués dans différentes occasions, dans les foires, dans les congrès, dans les réunions, pendant toutes les démonstrations en champ. Et aussi, destinés aux vignerons, nous avons mis en place de véritables modules de formation qui peuvent être utilisés donc par les professionnels ou par les gens de l'IFE, pour tous ceux qui sont intéressés à faire du transfert d'informations, pour former ou pour informer des vignerons pour qu'ils puissent effectivement lutter contre les 2 maladies. Et ça, c'est le groupe de documents qui sont faits par les vignerons. En plus, dans les réservoirs, il y a d'autres documents qui ont été produits par le projet, qui sont des documents, disons, adressés aux professionnels. Donc il y a des articles techniques, classiques si on veut, mais qui vont vraiment mettre en bonne forme les informations. Encore une fois, adressés aux professionnels, pas aux scientifiques. Donc ce sont quand même des choses qui vont à l'essentiel des informations importantes à savoir sur le terrain. Il y a des présentations PowerPoint qui peuvent être utilisées, donc des slideshows qui peuvent être diaporamas qui peuvent être utilisés dans des réunions, toujours pour passer les informations plus importantes. Et après, il y a ce qu'on appelle le Technical Data Sheet, donc des fiches techniques assez complètes, hein, que pour chaque argument, pour chaque thème, vont un peu synthétiser encore une fois toutes les connaissances qu'on a vues. Donc là, c'est notre groupe qui sont là. Ce qui est aussi intéressant et assez unique, c'est que ces documents et une certaine partie des documents qu'on a récupérés sur le terrain sont traduits en 8 langues. Et ça, c'est effectivement très unique. En plus, ça c'est utile parce que ça aide à diffuser la terminologie dans les différentes langues. Donc on a bien sûr l'anglais qui est la langue qui personne de nous parle comme langue maternelle, mais qui est la langue d'échange entre nous. Et il y a le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'hongrois, c'est ça, hongrois, et le croate. Ça sont les 8 langues. Et tous ces documents qui sont le produit, effectivement, du projet destiné à la dissémination, la divulgation, sont traduits dans toutes les langues. Ils sont disponibles dans toutes les langues pour être downloadés.
Une autre chose qui est importante, nous avons bien dit que l'ambition de ce site, disons, c'est de pouvoir se maintenir comme récolte des informations des scientifiques et des praticiens. Et donc, le site, le réservoir de connaissances, a un outil qui permet à tout le monde qui veut de contribuer, donc de devenir auteur lui-même. Donc, bien sûr, il faut s'enregistrer, mais tout le monde peut uploader ou écrire, bien sûr, sa expérience. Donc, ça, pour les scientifiques, bien sûr, toutes les fois qu'ils ont fait une publication, ils peuvent l'annoncer sur le nom des réservoirs, et comme ça, on maintenir vivant et à jour la partie scientifique, mais aussi les praticiens qui ont fait une expérience, qui ont prouvé quelque chose, testé quelque chose, peuvent eux-mêmes, avec leur nom, mettre le contenu. Et ça, c'est aussi important parce que, bien sûr, le travail du facilitateur Agent a été très approfondi et ils ont cherché de récupérer toutes les informations, mais tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui est testé au niveau de terrain. Nous en avons vu que, au fur et à mesure que les gens connaissent le projet, commencent à dire ben moi j'ai testé ça, j'aimerais bien aussi partager cette expérience. Et donc, si on veut, la fin de notre travail sur le réservoir, c'est justement d'inviter les stakeholders, donc tous ceux qui sont les gens qui travaillent dans le domaine, de l'utiliser ça pour partager les connaissances au niveau européen et pourquoi pas mondial. Et aussi, les informations qui sont là, tous les documents qui sont là, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas exclusifs. Au contraire, ils sont à disposition de tous ceux qui veulent l'utiliser. Donc les gens qui veulent faire de multiplication, la presse, donc tous les articles sont bien sûr à disposition de ceux qui veulent le publier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une source de documents adaptés en termes de langue et de langage pour augmenter le plus possible la divulgation. Et je pense d'avoir plus ou moins dit tout. Bien sûr, s'il y a des questions après sur les détails de fonctionnement, je suis bien disponible pour répondre. Oui, merci Gianni. Donc, comme Gianni vous l'a dit, il y a plus de 600 références à l'intérieur de ce Knowledge Reservoir. Et comme je vous le disais, de ces 500 références, nous en avons tiré quelques thèmes à l'issue du projet One Network. Nous allons poursuivre d'extraire de ces connaissances des thèmes et surtout de réaliser donc des outils pour la diffusion. Comme je vous le disais, ces outils de la diffusion, aujourd'hui, ils se différencient en fonction de nos cibles. Et ce qu'a réalisé le projet One Network dans toutes les langues du consortium, aujourd'hui, nous en sommes à 4 articles techniques, 6 séminaires scientifiques, 4 présentations PowerPoint disponibles, 16 fiches techniques pour nos vignerons. Alors ces fiches techniques, elles peuvent paraître, ça peut être aussi la base des connaissances sur la flavescence dorée, la base des connaissances sur les maladies du bois, mais comme je vous le disais aussi, ces fiches techniques, ça peut être ce qui est issu de l'innovation du terrain. Ici, et nous avons décidé, le consortium a décidé d'éditer une première fiche technique issue du terrain, qui est l'injection, par exemple, de nanoparticules de cuivre au champ, dans l'objectif de limiter le développement des maladies du bois. Cette injection de nanoparticules de cuivre, on l'a trouvée chez un vigneron espagnol. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir faire connaître cette pratique à d'autres vignerons européens. Comme je vous le disais, cette pratique n'est pas validée encore scientifiquement par nous-mêmes. Tout le travail va être de le faire et d'en discuter et d'essayer d'appliquer ça après en expérimentation si ça nous semble intéressant. Ensuite, il y a l'édition de flyers, donc des petites fiches techniques, et de vidéoclips et de modules de formation en direction directe des vignerons. Donc, on ne va pas lister l'ensemble des thématiques qui ont été choisies. Vous les avez ici à l'écran et vous pourrez les retrouver à travers les outils que nous avons développés, que ce soit à la fois sur les maladies du bois ou la flavescence dorée. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une dynamique qui est partie de ce réseau européen,
qui se poursuit, hein, puisque, comme vous l'a dit Gianni, le Knowledge Reservoir est animé, hein, est toujours vivant, et bien évidemment, il sera alimenté. À nous, ensuite, chacun des partenaires au niveau européen, et ben, d'en extraire l'information qui nous paraît pertinente, et surtout d'être toujours à l'affût de ce qui peut se faire en termes de recherche fondamentale ou sur le terrain. À titre d'exemple, 2 articles vont être publiés issus des travaux de nos groupes scientifiques sur les maladies du bois. De ces 2 articles scientifiques, hein, qui portent notamment sur les différentes méthodes de lutte qui ont été testées depuis 15 ans, que ce soit en laboratoire ou au vignoble sur les maladies du bois, à nous d'en extraire les résultats pour les rendre lisibles, on va dire, entre guillemets, pour nos vignerons et nos techniciens. Donc ça, c'est le travail qui va être poursuivi au niveau du groupe One Network. Et au-delà de ça, si on se recentre sur la France, une liaison, et là je vais conclure par rapport à One Network, une liaison va être, ou est d'ores et déjà faite avec le plan national dépérissement du vignoble, plan qui est animé donc par Christophe Rioux, directeur adjoint de l'IFEV, et qui donc va alimenter cette diffusion des connaissances issues du Knowledge Reservoir à travers des différents outils qu'a mis en place le plan national dépérissement. Pour nous, c'était important de faire la liaison, et dans chacun des pays, cette problématique est apparue et est prégnante, c'est de faire le lien avec des initiatives nationales. Vous l'avez vu, on a travaillé en région sur des vignobles en France, c'était en Alsace et dans le sud-ouest. Il nous importe, il est très important que cette diffusion de l'information elle puisse être au niveau national aujourd'hui. Et pourquoi pas, ça, c'est les conclusions aussi qu'on a tirées de ces 2 jours de meeting, hein, et qu'on voit avec l'Europe, c'est de diffuser cette information à d'autres pays que ceux du consortium. Donc, cette information à travers le plan national, je vais laisser la parole à Christophe Rioux, elle va être organisée dans les années à venir, et elle débute déjà depuis quelques mois, cette collaboration entre les 2 projets et ce lien. Juste pour conclure, il faut savoir aussi que le projet a fait émerger des demandes de la part de nos techniciens, des groupes opérationnels de techniciens et des vignerons, des demandes en matière de recherche. Et ont été identifiés pas moins de 25 sujets de recherche liés à ces thématiques ou plus globalement liés au dépérissement du vignoble. Et ces sujets, ces problématiques qui émergent des groupes opérationnels, on va les faire remonter à notre charge de les faire remonter auprès de l'Europe pour inciter l'Europe aussi à nous accompagner. Alors là, on parle plus de recherche fondamentale ou de recherche appliquée dans nos travaux pour répondre aux attentes véritables du terrain. Christophe, je te laisse la parole sur le... Merci. Oui, quelques mots donc, pour faire le lien, la transition sur le plan national dépérissement du vignoble. Donc, Christophe Rioux, je suis directeur adjoint de l'IFV et j'anime le plan national dépérissement du vignoble. Ces 2 projets finalement ont la même histoire puisqu'ils ont été lancés en 2015 sur une problématique maintenant qui est identifiée et bien reconnue sur l'impact bien sûr des maladies du bois, de la flavescence dorée, mais plus généralement des problématiques de dépérissement sur le vignoble français et le vignoble européen. Je crois qu'on a à plusieurs reprises insisté sur l'impact en termes de cep improductif, puisque la finalité aujourd'hui face à ces maladies, c'est malheureusement la mortalité des cèpes, voire l'arrachage au final. On sait que pour les maladies du bois, au moins, c'est de l'ordre de 11% de cèpes improductifs à l'échelle nationale. Ces chiffres-là, on les retrouve dans la plupart des vignobles européens. Et on avait estimé donc l'impact sur le manque à produire, sur la productivité du vignoble à 10%, de l'ordre de 4,6 hecto-hectares.
J'en profite d'ailleurs, je crois, pour faire un écho par rapport au contexte 2017, millésime, vous le savez, pour le moins plus qu'atypique, récolte historiquement basse, et qui est quand même la conséquence aussi des accidents climatiques à répétition, hein, sans revenir sur les problématiques de gel, de grêle, et dans notre région particulièrement de sécheresse aggravée. Tout ça constitue des facteurs aggravants et qui ne fait qu'accentuer cette baisse de productivité et donc mettre en lumière aussi l'importance de des problématiques de dépérissement. Donc vous dire que pour nous, Y Network est à double titre un programme important, de par la somme de connaissances qu'elle constitue en tant que base de connaissances, mais surtout cette initiative est originale parce qu'elle est basée sur cette constitution de réseau d'acteurs issus des professionnels, des techniciens de terrain pour aller détecter l'innovation sur le terrain. Et c'est une des ambitions du plan dépérissement, l'ambition 1, puisque l'ambition 1 du plan, c'est le viticulteur acteur au cœur de la lutte. Et c'est bien la même logique qui est dans ces deux actions, à deux échelles différentes, à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Donc comme l'a dit Eric, bon nombre des productions qui ont été produites par le Y Network et qui vont être mises en ligne sont reprises dans la communication du plan dépérissement. Vous dire que cette initiative de réseau d'acteurs pour nous est importante. Je pense qu'elle a été testée avec succès là, dans le projet Y Network. Le développement de cette mission de l'agent facilitateur là, qui est chargé d'animer ces réseaux de vignerons, de techniciens. Et nous allons lancer pas moins de 29 réseaux au niveau national d'ici la fin de l'année dans le cadre du plan national dépérissement. On aura l'occasion d'y revenir également auprès de vous dans 3 régions pilotes. Je crois qu'Eric l'a très bien expliqué, c'est que Y Network a travaillé sur 2 régions test ou pilotes Sud-Ouest et Alsace pour la France. Et pour nous, l'enjeu, c'est d'étendre ces dispositifs à l'échelle nationale, puisque vous le savez, la problématique du dépérissement, malheureusement, concerne tout le vignoble. Donc ça, c'est concrètement la démultiplication des résultats et la mise en œuvre de ces réseaux. Nous avions lancé un appel d'offres dans ce cadre-là au niveau du plan national. Et les chambres d'agriculture sont à ce titre très impliquées aussi dans ce volet animation, détecter l'innovation, identifier les questions de dépérissement auprès des vignerons. Je ne vais pas redévelopper tout ce qui a été dit, mais c'est le transfert de l'information, l'organisation de formation également, avec sur le terrain, sur des parcelles de démonstration. Donc ça, c'est un axe fort. Et l'autre actualité majeure du plan dépérissement, vous l'avez reçu avant l'été, c'est le communiqué de presse sur le lancement des programmes de recherche. Je crois que ça a été dit de façon importante à l'échelle européenne. Il faut aussi alimenter tout ce transfert des résultats de la recherche, et ça c'est indispensable. Donc l'annonce de 9 projets de recherche lauréats à l'appel à projet dépérissement en début d'année. Vous avez reçu, j'espère, le communiqué de presse. Donc il y a eu 9 projets. C'est un programme très ambitieux puisque c'est plus de 3 millions d'euros qui sont mobilisés sur 3 ans à l'échelle nationale sur ce plan dépérissement. Alors, on peut revenir, mais je ne vais pas vous balayer l'ensemble des programmes de recherche qui ont été lauréats, mais quand même vous dire qu'ils couvrent globalement les 5 axes de recherche qui ont été fixés dans l'appel à projet, et notamment cette problématique de la longévité du vignoble, rendement, longévité, réinvestir les questions de pérennité et de longévité. Il y a plusieurs projets qui répondent à cette question-là. Il y en a un d'ailleurs qui est porté par notre collègue Marion Clavry à Orange sur la longévité, et qui va notamment réinvestir les questions de diagnostic agronomique à la parcelle pour essayer d'identifier l'impact des dépérissements sur les questions de production. Plusieurs projets concernent ces aspects de physiologie, d'impact des maladies sur la physiologie du cep de vigne, et notamment avec des équipes bordelaises. Citer aussi un des axes pour nous importants, c'est l'importance de la qualité du plan de vigne dans la longévité du vignoble. Et il y a un très beau projet Origine sur
toutes les techniques de pépinière, qualité du plant et relation avec la longévité et la production du cep. Voilà, donc tous ces sujets sont lancés, les programmes vont être démarrés. On pourra revenir auprès de vous sur, en détail pour illustrer tel ou tel projet. Là aussi, nous avons une plateforme contributive. Les projets sont donc présentés en détail sur cette plateforme. Et un petit résumé vous avez été communiqué dans le cadre du communiqué de presse. Donc c'est une étape importante, hein, vous l'avez vu sur le volet recherche. Et clairement, pour nous, puisque ce plan national est piloté par la profession, l'IFV est animateur de ce plan, c'est bien d'interagir en permanence avec les équipes de recherche pour que le transfert se fasse, alimente les réseaux thématiques et qu'il y ait des interactions, des échanges entre le viticulteur acteur, le technicien et la production des équipes de recherche, tout ça en démonstration sur ces réseaux, sur ces parcelles de démonstration. Voilà rapidement, rappeler un peu le plan national dépérissement. Donc vous le savez, c'est une cause nationale, mais c'est une priorité nationale pour la filière. On en prend pour plusieurs années, hein. Ce n'est pas un sujet qui va être réglé en un an. Et ce qui est important, c'est de voir le lien avec... moi, je me réjouis du travail qui a été fait à l'échelle européenne, puisque c'est de mutualiser aussi à l'échelle européenne ces sujets-là. Nous allons d'ailleurs entreprendre auprès de la Commission aussi des démarches comparables pour mobiliser les organisations professionnelles viticoles européennes sur ces questions-là, comme on a pu le faire en France, hein, pour qu'on puisse encourager les travaux européens. Voilà, on se tient à votre disposition pour approfondir tel ou tel sujet. Et encore une fois, merci et bravo pour le travail réalisé dans Wine Network. Voilà, bravo à toute l'équipe. Hein. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors dans la salle aussi, il y a tous les participants, les collègues européens, notamment les agents facilitateurs qui ont travaillé dans les différents pays. Donc ils sont ici à votre disposition pour répondre à vos questions, juste avant de partir visiter les serres. Et il y a donc Florence et François Michel qui ont animé les groupes scientifiques pendant 3 ans, qui regroupaient à peu près 10-15 scientifiques par groupe, qui sont là aussi à vos dispositions pour répondre à des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Désormais, du coup, le projet arrive à sa fin. Comment vous avez fait concrètement pour diffuser effectivement ces informations aux vignerons? Vous disiez qu'il y avait les flyers, mais ce sera juste comment ils vont les trouver? Est-ce qu'il y aura plus de formation? Comment se fera la communication autour de ce réseau? L'engagement, en fait, tous les partenaires, c'est aussi leur métier et leur mission de diffuser. Comme je vous ai dit, on a choisi pas n'importe quel partenaire, c'est aussi leur mission de diffuser dans leur propre vignoble, dans leur propre pays. Donc l'ensemble du consortium va poursuivre le travail entrepris pour son propre pays. Ça veut dire que les nouveaux documents qui vont être édités par pays, donc dans la langue de leur pays, ensuite à charge de chacun des partenaires du consortium de le traduire ou pas, mais chacun va s'approprier les informations du knowledge réservoir. Et par ailleurs, l'ensemble du consortium va aussi poursuivre le travail entre nous, le travail lié au knowledge réservoir, et aussi nous avons l'ambition d'étendre le travail entrepris au niveau d'autres projets européens sur ces mêmes thématiques, mais avec un aspect à la fois économique de la chose, qui n'a pas du tout été abordé dans le cadre de Wine Network, et aussi la mise en place, comme vous l'a expliqué Christophe Rioux, il y a de plus en plus de mise en place de groupes opérationnels à travers l'Europe. Nous en avons 7, ces groupes opérationnels vont perdurer. C'est la mise en place de rencontres entre les gens. Quand je parle de gens, ce sont les vignerons de terrain et les techniciens. Et donc nous allons militer pour que l'on puisse organiser ce type de rencontres de terrain, ce qui a déjà été fait au cours du projet Wine Network, notamment en Croatie, sur la flavescence dorée. Énormément de succès, puisque la maladie débute sur ce vignoble-là, donc énormément de succès. Notre objectif, c'est de poursuivre dans ce sens-là. Et ensuite, chaque partenaire va s'approprier les connaissances du knowledge réservoir. Dans ce genre de projet, comment est-ce que vous contrôlez que un partenaire avec des intérêts privés filtre quelque part
la base d'information, on a un produit qui va élaborer, alors on parlait des particules de cuivre, mais ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, on est quand même un peu, avec la bioprotection et compagnie, on voit quand même beaucoup de choses arriver de tous les horizons, qui va peut-être présenter des résultats probants qui seront menés dans un cadre qui peut être sérieux, mais c'est un peu un risque aussi de lancer ce genre de projet. D'information, vous voulez dire, pas de projet. D'avoir un projet très ouvert sur C'était la volonté. Sur le terrain. Ça, c'était la volonté. Il y a un cliquet quelque part qui permet quand même de... Je pense qu'il faut, ce principe de dire on n'est plus dans une démarche top-down, de résultat de la recherche, recherche appliquée, développement au service du viticulteur ou de l'agriculteur, je crois qu'on a dépassé ça. Aujourd'hui, il y a vraiment le viticulteur, agriculteur, acteur, parce qu'il y a eu un changement de génération, parce qu'il y a de l'innovation, et d'encourager l'expérimentation du viticulteur. Je crois que pour nous, c'est des démarches importantes. Par contre, il faut qu'elles soient encadrées. Et il y a plusieurs aspects. Je crois que les sites contributifs qu'on vous a présentés, que ce soit la plateforme Vinidea, la plateforme dépérissement, il y a de la modération. Donc on ne met quand même pas tout dessus. Et elle est à double titre. La modération, elle est sur ce qu'on met en ligne. Donc c'est un minimum de pertinence. Mais il y a aussi une référence, ça a été dit beaucoup sur Wine Network, aux experts scientifiques qui, même si ce n'est pas validé scientifiquement ou techniquement, donne un avis sur le fait que ça soit ésotérique, soit quand même sur des fondements techniques. Donc c'est effectivement une autre façon de travailler. Je crois que c'est encourager le viticulteur, l'agriculteur à expérimenter ces nouvelles pratiques parce qu'il est allé dans la parcelle du voisin ou dans un autre pays et c'est pour démultiplier et puis que cette innovation se fasse à la parcelle. Il y a forcément un risque. C'est encadré, mais malgré tout, je crois qu'il faut l'encourager. Alors après, je crois qu'on dit souvent, tu citais le fait qu'il y a des nouvelles molécules, il y a aussi la pratique montre ou pas l'efficacité de telle ou telle pratique et la diffusion qui peut en être faite. Je pense aujourd'hui sur des techniques comme le curetage en maladie du bois, quand on voit beaucoup de gens sont encore sceptiques ou sur le plan technique, on n'a pas forcément démontré. Malgré tout, il y a des groupes de viticulteurs qui ont généralisé la pratique, il y a des formations qui se développent, donc force est de constater que quelque part il y a un intérêt et que ça marche. Même si techniquement on n'a pas démontré 100% d'efficacité là-dessus. Donc c'est pour nous une nouvelle façon d'aborder l'expérimentation et ça nous challenge tous les jours là-dessus. Est-ce que vous avez évalué le nombre de viticulteurs qui ont été acteurs et puis ceux qui ont été touchés uniquement par les flyers? Enfin, est-ce qu'il y a une ventilation de du nombre de viticulteurs qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre? Voilà, la diffusion de tous les outils débute. Donc aujourd'hui, on a touché, en termes d'information et tout au long du programme, on a touché plus de 15 000 vignerons à travers l'Europe. C'est ça? Ouais. Non, 60 000, pardon. 60 000 vignerons à travers l'Europe, tu as été une base de 50 000. Bon, on a différentes moyennes. En moyenne, 50 à 60 000 vignerons ont été touchés par l'information, à travers des newsletters, à travers des messages sur l'existence à la fois du knowledge réservoir et l'existence de ces premiers outils qui ont été mis en place. Et ensuite, dans chaque groupe opérationnel, sur chaque bassin de production, c'est environ 250 acteurs qui ont participé au projet Wine Network. Puisque, comme je vous le disais, dans chaque bassin de production a été mis en place un groupe opérationnel qui impliquait vignerons et techniciens. Et vous parliez de filtres tout à l'heure. Il faut savoir que l'objectif de ces groupes opérationnels qui sont sur le terrain, là c'est vraiment le vigneron et les techniciens de la région, c'est aussi de dire cette info, cette innovation qui nous vient de Croatie, ouais, elle est intéressante pour notre vigneron. Ou alors cette info, elle ne servira pas à nos vignerons, c'est pas la peine qu'on essaye de la valoriser. C'était et c'est une des missions des groupes opérationnels aussi. Forme de filtre terrain, en plus du filtre scientifique dont parlait Christophe. Vous avez
avez évoqué l'aspect économique, comment vous allez l'aborder? Alors ça, c'est un gros challenge qui a déjà réfléchi, commence à réfléchir aussi le plan national dépérissement. Nous, on va essayer on le réfléchit à l'échelle européenne. Il y a deux aspects dans le plan quand on parle d'économie. Il y a à la fois mesurer le véritable impact sur l'économie de notre viticulture européenne de ces deux fléaux et plus généralement le dépérissement de la vigne. Donc ça, c'est un pan assez compliqué à mettre en place, il faut le dire. Et il y a l'autre pan qui est lié aux techniques, aux innovations qui peuvent être mises en place ou aux organisations, parce qu'on parle technique ou solution, mais il y a aussi dans le cas de Wine Sport le développement ou la diffusion d'organisations de terrain qui se font sur certains secteurs et qui peuvent intéresser d'autres secteurs. Je pense notamment à la flavescence dorée. Nous en France, on est relativement bien organisé, plus ou moins bien selon les régions. Mais ce qui est important, c'est de transférer cette organisation-là qui marche au pays où la maladie est émergente. Donc on transfère. Il y a aussi une analyse de ces coûts économiques, que ce soit de la technique ou de l'organisation, qui est à mettre en place et à communiquer à nos acteurs de terrain. Et donc, pour analyser cet aspect économique, dans le consortium actuel, nous n'avons pas suffisamment d'experts pour le faire. Donc, nous allons nous tourner, bien évidemment, vers des experts économiques, français, nationaux ou européens, pour nous apporter leur aide dans le cadre de cette évolution du programme. Tu veux rajouter sur Oui, non, mais il y a trois volets. Hein. C'est ce volet d'évaluation de l'impact économique des dépérissements, maladies du bois, flavescence. Donc ça, à la fois, ça avait été fait dans le cadre de l'étude préalable du plan, hein, mais ça nécessite d'être mieux évalué sur la base de deux aspects, c'est-à-dire définition d'indicateurs ou de plus précis sur l'étendue des dépérissements et le lien avec donc l'impact économique. Le deuxième aspect, c'est cette notion de diagnostic économique à l'échelle de l'exploitation. C'est comment se situe mon exploitation sur le plan des dépérissements et quelle situation économique, donc en intégrant des aspects bien évidemment de coûts de production, de chiffre d'affaires et d'évaluation des pratiques. Et l'objectif un peu final, la troisième phase, c'est le développement d'outils de la décision dans le choix des pratiques. Ce qui va intéresser les viticulteurs dans le dernier recours. Alors, il y a déjà un certain nombre d'outils qui ont été développés. Plusieurs régions ou structures ont développé certains outils pour arbitrer est-ce que je dois remplacer les manquants, faire du curetage dans telle ou telle parcelle ou arracher et renouveler ma parcelle. C'est vraiment un choix économique. Est-ce que je dois arracher à 15 ans, 25 ans ou laisser le remplacement des manquants jusqu'à 40 ans en fonction de la valorisation de mon type de vin ou de mon produit et le coût des pratiques. Parce que, vous le savez très bien, sur la complantation, le remplacement des manquants, c'est une opération extrêmement coûteuse, qui est aléatoire et qui a un impact économique important. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on a lancés au niveau du plan national, qui nous paraît intéressant aussi d'étendre à l'échelle européenne, puisque d'autres pratiques sont également évaluées et de pouvoir mesurer, comparer différents dispositifs. C'est un élément essentiel hein, et trop souvent on aborde les techniques sans le volet économique et ça c'est vraiment, puisque la clé de décision pour le viticulteur c'est quand même un arbitrage économique au final. Est-ce que tout ce travail que vous avez fait de collecte d'informations, de connaissances, vous a permis de découvrir des choses nouvelles sur ces deux thématiques, d'avancer un peu sur des solutions concrètes pour les vignerons? Ça, c'est ma première question. La deuxième, je me demandais si alors le vigneron, alors c'est bien d'avoir collecté toute cette information, mais est-ce que le vigneron ne peut pas être perdu s'il se rend sur la plateforme et qu'il trouve toute cette information? Comment il se débrouille avec tout ça? Si, c'est clair, c'est clair. La plateforme, elle n'est pas du tout, le knowledge reservoir n'est pas du tout destiné à, ce n'est pas un outil de diffusion. C'est un outil de collecte de l'information. Après, à nous, tous, hein, comme vous l'a dit Christophe, comme vous l'a dit Gianni, on peut tous aller sur ce knowledge reservoir. À nous, ensuite, de la modeler pour la diffuser au mieux. Ça, c'est une chose.
Ensuite, qu'a-t-on découvert? À travers les groupes scientifiques, quand même, comme je vous le disais, il y a eu des synthèses de réalisées remarquables, que ce soit dans les deux groupes scientifiques, qui ont apporté quand même une information relativement pertinente pour nous, d'abord, et pour les techniciens, sur ce qui était déjà fait et existant en termes de recherche et de résultats de recherche. Et je parle aussi en matière de maladies du bois. Il y a un nombre incalculable d'études, de recherches en labo et au champ qui ont été réalisées sur telle ou telle molécule, tel ou tel outil, tel ou tel biocontrôle. Et tout ça a été synthétisé et évalué en matière. Ça marche pas, ça peut avoir un intérêt, ça marche en laboratoire, mais au champ on n'a pas les résultats, etc. Cette synthèse-là, elle est essentielle pour nous. Florence peut enchaîner, oui. Si je peux compléter, donc Florence Fontaine, professeure à l'Université de Reims. J'étais responsable du groupe scientifique sur la partie maladie du bois de la vigne, avec mon collègue Vincenzo Mondello, qui m'a assisté pour mon projet. Donc on a vraiment fait une synthèse bibliographique sur les 10 dernières années de tout ce qui était testé et ce qui était testé, je veux dire en laboratoire, en conditions contrôlées, confinées, et ce qui était testé au vignoble. Toutes ces connaissances ont dans un premier temps été transférées aux agents facilitateurs. On a fait des formations, donc en anglais, puisque comme on vous l'a dit, il y avait 7 pays. On a transféré ces connaissances aux agents facilitateurs et après eux ont fait le relais avec le monde viticole. Et pendant cette durée du projet, on a également fait des séminaires dans les différents pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un meeting, une réunion dans le cadre du Wine Network, par exemple en Hongrie, en Croatie, au Portugal, en Espagne, une journée le lendemain était dédiée aux viticulteurs, où on faisait des conférences et où on transmettait les connaissances aux viticulteurs. Donc on a fait un accès aussi, transfert direct de ces connaissances scientifiques aux viticulteurs, pour leur montrer ce qui était fait au niveau recherche, ce qui était testé, ce qui était en cours, ce qui était abandonné. Donc cette synthèse, qui est bien évidemment en anglais et dans les différentes langues, sont accessibles sur le site de connaissances, de réservoir de connaissances. On la trouve facilement, cette synthèse, elle est bien. Oui, il y a une synthèse qui est faite. Après, évidemment, nous étant scientifiques, on a fait aussi une synthèse pour la communauté scientifique, où on a fait des grands tableaux de tout ce qui était testé, au niveau chimique, au niveau biologique. Et là, on est en cours de soumission et on attend le retour. Mais au niveau vulgarisation, je veux dire, pour la profession, on a fait aussi des synthèses. Et on va continuer à faire des synthèses par rapport à ce qui a été fait. Et après, une partie de ces travaux ont été représentés aussi lors du congrès qu'il y a eu spécifiquement sur les maladies du bois de la vigne à Reims en juillet il y a 3 ans. Donc ça, c'est pour la partie maladie du bois de la vigne. Et je pense que François-Michel Bernard, sur la partie flavescence dorée, ils ont procédé un peu de la même façon. On a procédé de la même façon, la méthodologie a été la même. Il est certain qu'on n'a pas la chance sur la flavescence dorée de bénéficier d'autant d'études en cours, scientifiques en cours au niveau européen. Les travaux essentiellement menés à l'heure actuelle concernent la génétique du phytoplasme. Donc on est assez loin du test de qualité, même si il y en a eu par le passé. Toutefois, sur la flavescence dorée, à travers notamment plusieurs vidéos qui sont disponibles, il y a eu des synthèses importantes sur l'ensemble des connaissances que l'on a mises à jour, parce qu'en fait les connaissances progressent notamment vis-à-vis du vecteur, la génétique du phytoplasme, et ça a quand même des applications pratiques au champ. On voit notamment dans les aménagements de lutte qu'on peut voir dans certaines régions, notamment en Bourgogne. Donc ça permet d'expliquer aux vignerons à la fois où en est la connaissance et également comment les dernières connaissances peuvent être appliquées et comment elles leur apportent aujourd'hui des modifications dans les aménagements de lutte. Il y a également des rappels qui ont été faits sur les méthodes qui ont été testées, sur celles qui sont en cours, ou ce que pourraient éventuellement donner des méthodes qui aujourd'hui ne sont pas encore validées. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le Knowledge Reservoir, essentiellement à travers des vidéos donc, destinées vraiment à un public, on va dire, et de techniciens et de viticulteurs, puisque dans les différentes réunions que l'on a eues, aussi
bien pour les maladies du bois que pour la flavescence dorée. On avait les viticulteurs qui étaient présents, donc certaines réunions étaient plutôt à destination des viticulteurs et d'autres plutôt à destination des techniciens de la communauté scientifique. Et puis il a précisé aussi qu'il y a eu des ateliers, donc des ateliers tout à fait concrets, avec donc les viticulteurs qui étaient présents, éventuellement quelques techniciens, parfois les services phytosanitaires, dans lesquels les scientifiques étaient présents, sur lesquels il y a eu des présentations en salle et des présentations et ensuite des actions menées sur le terrain avec recherche de cicadelles, avec des symptômes qui ont été démontrés et des discussions qui se sont menées de manière très, très libre et très simple entre les experts scientifiques et les vignerons. Et je pense que dans l'ensemble, les agents facilitateurs qui ont mis en place ces ateliers ont eu de très bons retours de la part des viticulteurs et aussi des services phytosanitaires. Un exemple, en Croatie, il y a eu ce type d'atelier. Il y avait vraiment des techniciens et viticulteurs qui venaient de toute la Croatie. Donc c'était quelquefois des déplacements qui étaient assez conséquents, mais tous sont repartis très satisfaits de ce genre d'atelier. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que sur ces problématiques, maladie du bois, flavescence dorée, finalement, c'est le même problème partout en Europe, quel que soit le cépage, l'alimentation, le climat, le terroir, etc. Est-ce qu'on retrouve finalement le même problème ou est-ce qu'il y a des différences quand même significatives? Alors, je pense pour la partie maladie du bois, les problèmes sont partout. Après, les choses qui sont testées par les viticulteurs ne sont pas les mêmes. Donc là, ça a été intéressant aussi. On voit que nos collègues, les agents facilitateurs au Portugal, en Espagne ou dans d'autres pays, ont fait remonter des essais par les viticulteurs que nous, Français, on n'utilisait pas ou que les collègues hongrois ou croates n'utilisaient pas. Donc du coup, ça a permis ce retour des viticulteurs par les agents facilitateurs de ce que l'un ou l'autre testait, que nous, scientifiques, on ne connaît pas, de pouvoir échanger sur cette partie-là. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, on a vu aussi que le niveau de connaissance n'était pas forcément le même. Donc c'est vrai quand on a commencé le projet, où on a fait notre synthèse bibliographique et qu'on a transféré toutes les connaissances qu'on avait aux collègues européens, ben, ça a permis quelque part de remettre tout le monde sur le même niveau et après de disséminer les connaissances. La flavescence dorée, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, il y a des régions dans lesquelles la flavescence dorée, et justement, c'était très intéressant, régions dans lesquelles la flavescence dorée était déjà présente depuis pas mal de temps, et d'autres régions viticoles sur lesquelles il y a des groupes techniques où il n'y avait pas de flavescence dorée qui avait été déjà observée, et chance pour eux, pour l'instant, qu'il n'y ait pas encore. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet justement de mobiliser les viticulteurs avant que le fléau n'arrive. Bon, on sait très bien que la vitesse, la capacité de réaction est vraiment fondamentale dans ce cas-là. On en a des exemples flagrants dans les régions françaises avec on va dire des succès dans la lutte qui a été mise en place et dans les mesures prises qui est vraiment, on va dire, sensiblement différente d'une région à l'autre, suivant que le problème a été rapidement pris en compte et que les professionnels se soient massivement mobilisés, ou au contraire des régions dans lesquelles la mobilisation a été soit plus lente, soit moins facile d'un point de vue collectif. Donc ça, c'est vraiment important en flavescence dorée de pouvoir faire ce retour d'expérience. Et puis il y a quelque chose de très différent quand même aussi, c'est que dans le cas de la flavescence dorée, on est sur une maladie de quarantaine. Donc ce qui signifie qu'on est, quelles que soient les méthodes ou quelles que soient les mesures mises en place, on est toujours sur des mesures réglementaires. D'abord, il y a une réglementation européenne qui est déclinée nationalement. Il peut déjà y avoir des petites différences entre les différents partenaires, enfin États partenaires qui étaient associés au projet. Et puis ensuite, dans certains pays, il y a aussi des déclinaisons régionales, avec des aménagements plus ou moins avancés. Et ce qui est justement intéressant pour les viticulteurs, c'est d'avoir ce retour d'expérience sur les différences en fait, de cette lutte qui a pu se faire dans différentes régions viticoles, et sur, on va dire, le succès, ou en tout cas sur les différentes on va dire, façon de prendre en compte la maladie et la façon dont les vignerons se sont appropriés le problème.
Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense que dans les pays européens qui sont, on va dire, plus récemment touchés par la flavescence dorée, c'était vraiment quelque chose d'important. Avez-vous d'autres questions? On va peut-être laisser du temps à l'échange, puisque vous avez l'ensemble des agents facilitateurs et du programme derrière vous. Et bon, chacun pourra se présenter, hein, donc d'Espagne, d'Italie, etc. Donc n'hésitez pas à communiquer avec eux. Et je voudrais vous remercier pour vos questions, votre présence, remercier les gens qui étaient avec nous sur YouTube, et puis vous dire aussi, bien évidemment, qu'on reste à votre disposition pour approfondir sur ces thématiques et sur ce projet. Donc, merci à tout le monde. Pour ceux qui sont présents, voilà. Laissez-moi vous présenter, hein, c'est ça. Avant, on peut garder un peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes, Laurent Deguin, qui est donc notre responsable national innovation matérielle végétale, et qui aujourd'hui va être votre guide sur le centre, hein, et va pouvoir discuter avec vous aussi sur une autre thématique qui est celle de l'innovation matérielle végétale, et notamment on pourra parler, je suppose, Laurent, de cépages résistants et de toutes les nouvelles générations qui sont en recherche et qui vont arriver prochainement sur le terrain. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous voulez... Et puis il y aura peut-être une petite photo aussi à faire, parce que certains journalistes ont demandé à faire une photo de toute l'équipe, donc Wild Network, dans les vignes, devant les vignes, de façon à avoir une belle photo pour... Ah oui, avec plaisir. Bon, on va directement dans les vignes. Oui. Vous voulez garder un peu de temps dans les vignes? Oui, c'est sûr, c'est bien. Vous restez tous à manger avec nous.